Le soleil de juin inondait de lumière la cuisine de ma maison de l'allée des Alouettes. Je dépoussiérais le vieux buffet en fredonnant un air que j'avais récemment entendu à la radio. Il faisait une chaleur inhabituelle à Beauchamp, et je n'arrêtais pas d'essuyer la sueur de mon front avec le dos de ma main. Le climatiseur aurait dû être remplacé depuis longtemps, mais je repoussais sans cesse cet achat. C'était trop cher pour mon modeste budget de retraité. L'horloge du salon sonna 14 heures. Gabriel avait promis de passer à 15 heures pour déposer les petits-enfants pour le week-end. Je posai mon chiffon, ajustai le châle tricoté sur mes épaules et me dirigeai d'un pas traînant vers la salle de bain. Mes articulations me faisaient souffrir à cause du changement de temps, mais j'avais l'habitude de l'ignorer. 30 ans en tant qu'infirmière à l'hôpital de la ville m'avaient appris à être résiliente. Sur la table se trouvait la liste de courses que j'avais faite la veille. Gabriel aimait critiquer le contenu de mon réfrigérateur, alors j'essayais de faire le plein de tout ce dont j'avais besoin avant son arrivée. À 14 ans, Simon mangeait comme 3, et Chloé, 11 ans, était devenue aussi difficile que sa mère. J'ouvris le réfrigérateur et vérifiai à nouveau que tout était là. Lait, œufs, fromage, fruits pour les petits-enfants. Il y avait un poulet rôti au congélateur. Gabriel se plaignait toujours de ne pas avoir le temps de cuisiner à cause de son travail. Dernièrement, elle se plaignait beaucoup, surtout de moi. « Maman, tu as encore oublié d'éteindre la lumière dans la salle de bain. »« Maman, pourquoi tu n'apprends pas à utiliser un smartphone comme les gens normaux ? »« Maman, tu gâtes trop Simon. Il a déjà des problèmes de poids. » Parfois, j'avais l'impression d'être devenue une source d'irritation constante pour elle. Mais je gardais le silence. Après la mort de Gérard il y a 5 ans, Gabriel était ma seule famille en dehors de mes petits-enfants, et la famille doit être chérie, c'est du moins ce qu'on m'avait appris. La sonnette retentit à 15 heures précises. La ponctualité était la seule chose que Gabriel avait héritée de son père. « Mamie !» Chloé se précipita dans le couloir, m'enveloppant d'une odeur de shampoing pour enfants et de chewing-gum. Mon petit cœur, je serrai ma petite fille dans mes bras, sentant mon cœur se réchauffer. Simon suivit, marmonna un bonjour et plongea immédiatement son visage dans son téléphone. À 14 ans, il considérait déjà les démonstrations d'affection comme indignes d'un vrai homme. Gabriel entra la dernière, portant un immense sac et plusieurs sacs de supermarché. « Maman, le climatiseur est encore en panne ? On ne peut pas respirer ici, » dit-elle en guise de salutation en entrant dans la maison. « Bonjour, ma chérie. » Je souris, ignorant le sarcasme. « Allez vous changer. J'ai préparé du poulet rôti. J'espère que ce n'est pas trop gras. Simon a déjà du ventre et tu continues de lui donner des aliments gras. » Simon rougit et enfouit sa tête encore plus profondément dans son téléphone. J'avais pitié de mon petit-fils. Gabriel avait toujours été direct, mais avec l'âge, sa franchise s'était transformée en une brusquerie qui blessait tout son entourage. « Passons à la cuisine. »« Tout est prêt, » dis-je en ignorant la remarque de ma fille. Pendant le déjeuner, Gabriel parla de son travail dans une compagnie d'assurance. Elle était cadre intermédiaire et se plaignait constamment de ses patrons, de ses collègues et de ses clients. Mes petits-enfants mangeaient en silence, ne répondant qu'occasionnellement à mes questions sur l'école. Après le dîner, Simon demanda la permission d'aller dans sa chambre. C'est ainsi qu'il appelait l'ancienne chambre de Gabriel, où un lit d'appoint était maintenant installé pour ses visites. « D'abord, aide ta grand-mère à débarrasser la table, » dit Gabriel. Et je remarquai les épaules de mon petit-fils se crisper. « Ce n'est pas grave. Il peut y aller. Je vais me débrouiller, » dis-je. « C'est exactement pour ça qu'il devient un tel paresseux, » lança ma fille. « Tout le monde le gâte. »« Je ne suis pas paresseux, » dit doucement Simon. Mais il commença quand même à débarrasser les assiettes. Une fois la table débarrassée, mes petits-enfants allèrent dans leur chambre. Chloé s'installa avec un livre dans la chambre d'Amy et Simon s'enferma dans la chambre de Gabriel. Ma fille et moi restâmes seuls dans la cuisine. « Maman, il faut qu'on parle. » Gabriel se versa un thé et s'assit en face de moi. Je pouvais dire à son ton que la conversation allait être désagréable. Elle utilisait toujours cette phrase avant de m'annoncer quelque chose que je n'allais pas aimer. « Je t'écoute, ma chérie. »« Je pense qu'il est temps que tu réfléchisses à l'avenir, » dit-elle en prenant une gorgée de thé et en évitant mon regard. « Cette maison est trop grande pour toi toute seule. Tu n'arrives pas à suivre avec le ménage. Tu oublies d'éteindre les lumières, la cuisinière. » « Je n'ai jamais oublié d'éteindre la cuisinière, Gabriel, » répondis-je doucement.
Peu importe, rejeta TL. Le fait est que tu as 67 ans et nous devons envisager des options. Des options. Oui. Des options de logement. Il y a d'excellentes maisons de retraite avec des soins médicaux. Tu es infirmière toi-même. Tu devrais comprendre à quel point c'est important à ton âge. Je sentis quelque chose de froid se nouer dans ma poitrine. Tu veux m'envoyer dans une maison de retraite? Pas maintenant, bien sûr, s'empressa-t-elle de clarifier. Mais nous devons envisager des options pour l'avenir. Je ne peux pas constamment m'inquiéter qu'il t'arrive quelque chose quand je suis au travail ou avec les enfants. Je suis parfaitement capable de prendre soin de moi. Ma voix semblait plus calme que ce que je ressentais. Pour l'instant, oui, mais dans 1 an? Dans 5 ans? Gaby tapota impatiemment la table avec ses ongles. Je ne peux pas être partagée entre le travail, les enfants et toi. Je n'ai pas le temps de venir ici tous les jours pour vérifier si tu vas bien. Je ne te demande pas de le faire. Mais tu le feras, ma fille haussa la voix. Toutes les personnes âgées finissent par être un fardeau pour leurs enfants. J'essaie juste de planifier à l'avance. Un fardeau. Ce mot me frappa plus fort que si elle m'avait giflé. Je regardai Gaby et ne reconnus pas ma fille, la petite fille à qui j'avais enseigné la gentillesse et la compassion. Je ne serai jamais un fardeau pour toi, dis-je doucement. Ne t'inquiète pas pour ça, maman. Ne sois pas contrariée, Gabrielle s'adoucit, remarquant l'expression sur mon visage. Je veux juste que tu sois en sécurité et bien soignée. Tu seras mieux dans une belle maison de retraite qu'ici toute seule. Je réfléchirai à ce que tu as dit, répondis-je en me levant de table. Je vais aller voir Chloé. Nous ne sommes pas revenus sur le sujet ce soir-là. Nous avons regardé la télévision, joué à des jeux de société avec les petits-enfants, et quand tout le monde est allé se coucher, je suis restée assise dans la cuisine pendant un long moment, regardant l'obscurité derrière la fenêtre. Un fardeau, le mot résonnait dans mes oreilles, m'empêchant de dormir. Ma fille unique me voyait-elle vraiment comme rien de plus qu'un problème dont il fallait se débarrasser? Je me suis souvenu de la façon dont Gabrielle avait appris à marcher. Comment je lui avais lu des contes de fées. Comment je l'avais soutenue pendant son divorce d'avec Alexandre, le père de ses enfants. Je lui avais donné toute ma vie. Et maintenant, elle voulait m'envoyer finir mes jours dans une institution publique. Le matin, quand je suis descendue à la cuisine, Gaby préparait déjà le petit déjeuner. Une omelette grésillait sur la cuisinière et le grille-pain éjectait 2 tranches de pain grillé. « Bonjour, maman », sourit-elle comme si la conversation de la veille n'avait jamais eu lieu. « As-tu bien dormi ?»« Pas vraiment, » répondis-je honnêtement. « Tu recommences. Je t'ai dit qu'il te fallait un matelas orthopédique. Celui-là a 100 ans. Ce n'est pas le matelas, Gaby. » Elle soupira en mettant l'omelette dans l'assiette. « Si tu penses encore à hier, tu perds ton temps. Je ne fais que veiller sur ton avenir. En m'appelant un fardeau. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu exagères. » Gaby leva les yeux au ciel comme elle le faisait quand elle était adolescente. J'ai dit que les personnes âgées peuvent devenir un fardeau. C'est un fait. Mais nous pouvons tout planifier pour que cela n'arrive pas. En m'envoyant dans une maison de retraite. Pourquoi t'accroches-tu autant aux mots? Elle claqua la poêle dans l'évier. J'ai fait une suggestion. Juste une suggestion. Tu n'as pas à en faire une tragédie. Les petits-enfants endormis entrèrent dans la cuisine et la conversation fut interrompue. Au petit déjeuner, Gaby discuta des plans de la journée avec les enfants. Une virée au centre commercial, un film, peut-être le parc si le temps ne se gâtait pas. « Est-ce que mamie vient avec nous ?» demanda Chloé, mangeant ses céréales. « Mamie a mal au dos. Elle ferait mieux de se reposer, » répondit Gabrielle à ma place. « En fait, j'adorerais venir avec vous, objectai-je. Mon dos va bien. » « Vraiment ?» Chloé rayonna. « Maman, il y aura beaucoup de marches, » dit Gabrielle avec insistance. « Tu vas te fatiguer. » J'étais infirmière aux urgences, ma chérie. Crois-moi, je connais mes limites. Après le petit déjeuner, alors que Gabrielle aidait les enfants à se préparer, on frappa à la porte. Sur le seuil se tenait Colette Dubois, ma voisine et amie depuis 15 ans. « Bonjour, mon rayon de soleil », chanta-t-elle en entrant dans la maison. Colette avait toujours l'air d'aller à une fête. Rouge à lèvres vifs, une chevelure grise abondante coiffée en vagues, des bijoux scintillants. « Oh, je vois que toute la famille est là. »« Bonjour, Madame Dubois, dit poliment Gabrielle.
Mais je remarquai que ses épaules se tendaient. Elle n'avait jamais aimé Colette, la trouvant trop excentrique. Colette, veux-tu un café? Offris-je, sachant que mon amie ne refuserait jamais. Avec plaisir, ma chère, et peut-être une part de ce merveilleux gâteau que tu fais. Nous nous installâmes sur la véranda avec notre café et notre gâteau pendant que Gaby et les enfants se préparaient à partir pour le centre commercial. On y va, appela ma fille de la porte. On rentre pour le dîner. D'accord, bonne journée, répondis-je en faisant un signe de la main à mes petits-enfants. Quand la voiture de Gaby disparut au coin de la rue, Colette se tourna vers moi. Alors, raconte-moi ce qui s'est passé. Tu as l'air d'avoir avalé un citron. Je soupirai. Colette voyait toujours clair en moi. Gabriel pense qu'il est temps pour moi d'aller en maison de retraite. Quoi? Colette faillit s'étouffer avec son café. Elle est folle. Tu es en meilleure forme que la moitié de nos voisins qui ont 20 ans de moins que toi. Elle dit qu'elle s'inquiète pour moi. Que je pourrais devenir un fardeau pour elle. Un fardeau. Colette ricana. Tu sais ce que je pense? Elle a des vues sur ta maison. Combien vaut-elle maintenant? Un demi-million d'euros? Plus? Je n'avais jamais pensé à la valeur de la maison. Gérard et moi l'avions achetée pour l'équivalent de 45 000 euros dans les années 80, et les prix à Beauchamp avaient beaucoup augmenté depuis. Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. Mais ce n'est pas une question d'argent. Gabriel ne veut tout simplement pas s'occuper de moi quand je serai vieille. Tu n'es pas si vieille, ma chérie, gloussa Colette. Et tu te débrouilles très bien toute seule. Mais ta fille. Elle secoua la tête. Tu sais ce que je ferais à ta place? Je vendrais la maison. Quoi? Vendre la maison, répéta Colette en étalant du beurre sur une tranche de gâteau. Maintenant, pendant que tu as encore toute ta tête, je prendrai l'argent, j'achèterai un appartement plus petit et je dépenserai le reste en voyage, en loisirs, en tout ce que je voudrais. Et je verrai la tête de ma fille quand elle la prendrait. Je ris à cette pensée. Tu plaisantes. Pas du tout. Colette me regarda sérieusement. Hélène, nous ne rajeunissons pas. Si nous ne vivons pas pour nous-mêmes maintenant, quand le ferons-nous? Après qu'ils nous auront enfermés dans une maison de retraite? Non, merci. Je regardais ma vieille maison, le jardin bien entretenu que Gérard avait autrefois aménagé, la balançoire où la petite Gabrielle aimait en jouer. Tant de souvenirs. Tant d'années. Je ne peux pas simplement vendre la maison. Je secouai la tête. C'est chez moi. Une maison, ce sont des murs, ma chère. La vie, c'est ce qui se passe ici. Colette se tapota la tempe. Et ici? Elle posa sa main sur son cœur. Pense-y grec, ce soir-là, quand Gabriel et les enfants revinrent du centre commercial, je les observai avec une nouvelle perspective. Ma fille était agacée. Le magasin n'avait pas sa pointure de chaussure. Le film était décevant. Et le service au café était lent. Simon alla directement dans sa chambre. Et Chloé essaya de me montrer son nouveau livre, mais Gaby l'envoya faire ses devoirs pour le week-end. C'est juste horrible, se plaignit-elle en s'affalant sur le canapé à côté de moi. Toute la journée est gâchée. Et puis il y avait cet embouteillage sur le chemin du retour. Mon Dieu, je suis si fatiguée. Je regardais ma fille et pensais qu'elle était vraiment fatiguée. Fatiguée du travail, des soucis, de la vie. Et j'étais juste un souci de plus pour elle, un autre élément sur sa longue liste de responsabilités. Tu sais, j'ai réfléchi à ce que tu as dit hier, dis-je calmement. Quoi? Gaby faisait défiler son téléphone, sans me regarder. À propos de la maison de retraite, de la façon dont je pourrais devenir un fardeau pour toi, maman. J'ai expliqué. Et j'ai pris une décision, interrompis-je, sentant une soudaine résolution. Tu as raison. Cette maison est trop grande pour moi toute seule. Je vais la vendre. Gaby leva enfin les yeux de son téléphone et me dévisagea. Quoi? Je vais vendre la maison. Je trouverai quelque chose de plus petit. Peut-être un 2 pièces. Comme ça, tu n'auras pas à t'inquiéter pour moi et pour la gestion de la maison. Mais, Gaby cligna des yeux, confuse. Tu ne peux pas simplement vendre la maison. Pourquoi pas? Elle est à moi. Mais nous avons toujours pensé. Je veux dire, je pensais qu'un jour, tu en hériterais, je terminais pour elle. Et puis tu la vendrais pour acheter quelque chose de mieux. Ou tu t'installerais ici toi-même quand je serai envoyée en maison de retraite. Gaby rougit. Ce n'est pas juste. Je n'ai
Jamais. Tu sais ce que j'ai réalisé aujourd'hui, Gabriel? Que je suis encore en vie. Et j'ai l'intention de vivre ma vie comme je l'entends, pas comme tu le voudrais. Je me levai et me dirigeai vers le téléphone. Avec des doigts tremblants, je trouvai dans mon carnet d'adresse le numéro de Léa Martin, l'agente immobilière locale qui avait autrefois vendu la maison d'en face à nos voisins. Qu'est-ce que tu fais? Gabriel s'approcha de moi, toujours incrédule. J'appelle une agente immobilière, répondis-je en composant le numéro. Bonjour, Léa. C'est Hélène Lambert de l'Allée des Alouettes. Ça fait longtemps. Écoutez, j'aimerais vous parler de la vente de ma maison. Léa Martin arriva le lendemain, après que Gabriel et les enfants furent rentrés chez eux. C'était pour le mieux. Je ne voulais pas que ma fille s'immisce dans mes plans ou essaie de m'en dissuader. Le premier pas vers la liberté devait être le mien. L'agente immobilière était une jeune femme à la démarche énergique et au regard perçant. Elle fit le tour de la maison, prenant des notes sur sa tablette et s'arrêtant de temps en temps pour prendre des photos des pièces. La maison est en bon état, Madame Lambert, dit-elle lorsque nous retournâmes à la cuisine. Le marché est assez actif en ce moment, donc je pense que nous pourrons trouver un acheteur rapidement, surtout compte tenu du quartier et de la taille du terrain. 2. À combien l'estimez-vous? Demandai-je, un peu nerveuse. C'était gênant de parler d'argent, mais je devais savoir à quoi m'attendre. Léa annonça un chiffre qui me coupa le souffle. Près de 5 fois ce que Gérard et moi avions payé dans les années 80. Vous êtes sûr? Demandai-je, incrédule. Absolument, hocha-t-elle la tête. Beauchamp est devenu un endroit très prisé des familles. De bonnes écoles, une faible criminalité, la proximité de la ville. Et votre maison de l'Allée des Alouettes est un rêve pour une jeune famille. 3 chambres, un grand jardin, un potager bien entretenu. On pourrait même essayer d'en obtenir un peu plus si vous n'êtes pas pressé de vendre. En fait, je suis pressé, admis-je. Le plus tôt sera le mieux. Léa haussa un sourcil de surprise, mais ne dit rien. Éthique professionnelle, probablement. Beaucoup de personnes âgées vendent leur maison pour se rapprocher de leurs enfants ou pour aller en maison de retraite. L'ironie de la situation ne m'échappa pas. Dans ce cas, je propose que nous agissions rapidement, dit-elle en sortant un dossier de sa sacoche. Remplissons les formulaires nécessaires, et je mettrai la maison sur le marché immédiatement. Compte tenu de son état et de son emplacement, je pense que nous commencerons à recevoir des offres cette semaine. Nous passâmes près d'1 heure à examiner les documents. Je signai les papiers et écoutai Léa m'expliquer le processus de vente, les commissions et les délais. Quand elle partit, je me retrouvai seule dans le salon, entourée de 40 ans de souvenirs. Chaque coin, chaque fissure dans le mur, chaque égratignure sur le sol racontait l'histoire de ma vie. C'est ici que Gérard m'avait demandé en mariage. C'est ici que nous avions ramené notre fille nouveau-née, Gabrielle. C'est ici que j'avais pleuré quand les médecins nous avaient dit que nous n'aurions jamais d'autres enfants. C'est ici que Gérard était mort d'une crise cardiaque. Soudainement, avant même d'avoir atteint 63 ans, je regardais autour de la pièce et réalisais soudain que je ne ressentais pas la douleur que j'attendais. Au lieu de cela, j'étais rempli d'un sentiment étrange, presque oublié. L'anticipation. C'était comme si j'étais au seuil de quelque chose de nouveau et d'inconnu. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je prenais une décision en ne pensant qu'à moi-même, pas à ma fille, pas à mes petits-enfants, pas à ce que les autres diraient. Seulement à ce que je voulais. Avec cette pensée à l'esprit, je montai à l'étage et ouvris l'armoire de ma chambre. Il était temps de commencer à trier mes affaires. 40 ans, c'est long pour accumuler des montagnes de choses inutiles. Je sortis quelques vieilles boîtes et commençai à y mettre les choses que je n'emporterais certainement pas avec moi. De vieux magazines que j'avais gardés pendant des années pour une raison quelconque, des pulls d'hiver que je ne portais plus, des romans usés que j'avais lus plus d'une fois. En nettoyant les étagères, je tombai sur un album de photos de notre mariage. Gérard en costume sombre, moi dans une simple robe blanche que ma mère avait cousue. Nous étions si jeunes, si pleins d'espoir. Je tournai les pages, regardant nos visages heureux, les visages de mes parents décédés depuis longtemps, des amis de ma jeunesse avec qui j'avais perdu contact depuis longtemps. Une des photos avait capturé le moment où Gérard m'avait offert mon cadeau de mariage, un vieil appareil photo Nikon. J'avais toujours aimé la photographie, mais je ne l'avais jamais prise au sérieux. J'avais trop d'autres choses à m'occuper. Mon travail à l'hôpital, ma maison, mon enfant. L'appareil photo avait pris la poussière sur une étagère pendant des années, puis avait complètement disparu lors d'une séance de nettoyage. Ce souvenir me fit réfléchir.
Quoi d'autre avais-je remis à plus tard? Combien de désirs et de rêves avais-je enterrés sous le poids des responsabilités quotidiennes? N'était-il pas temps, maintenant que la vie m'offrait une seconde chance, de faire enfin ce dont j'avais toujours rêvé? Le lendemain, je continuais à trier les affaires. Dans le garage, je trouvais des cartons de jouets de Gabriel, ses cahiers d'école et des dessins que j'avais soigneusement conservés toutes ces années. Je mis de côté quelques objets qui m'étaient particulièrement chers et mis le reste dans des boîtes pour les donner à ma fille. Qu'elle décide quoi faire de sa propre enfance. Dans le coin le plus reculé du garage se trouvait la vieille commode de Gérard. Après sa mort, je n'avais pas eu le courage de trier ses affaires, alors j'avais simplement sorti toute la commode de la chambre et l'avais mise dans le garage, hors de ma vue. Il était maintenant temps de le faire aussi. J'ouvris le tiroir du haut et trouvai des chemises soigneusement pliées qui avaient encore une légère odeur de son eau de Cologne. Le deuxième tiroir contenait des pulls et des pantalons. Le troisième contenait des documents, de vieilles lettres et des carnets. Je triai soigneusement les papiers jusqu'à ce que je tombe sur un dossier intitulé « Important ». À l'intérieur se trouvaient nos certificats de mariage et de naissance de Gabriel, les documents de la maison, les polices d'assurance, les relevés bancaires, et à ma surprise, une enveloppe à mon nom. Je l'ouvris et sortis une feuille de papier pliée. C'était l'écriture de Gérard, si familière, si chère. « Chère Hélène », écrivait-il, « si tu lis cette lettre, cela signifie que je ne suis plus là. Je sais que tu es une femme forte, mais j'ai peur qu'après mon départ, tu te renfermes sur toi-même et que tu consacres toute ta vie à prendre soin de Gabriel et de tes petits-enfants. Ne fais pas ça, mon amour. Vis ta vie pleinement. Voyage. Prends des photos du monde comme tu as toujours rêvé de le faire. Ne laisse pas notre fille te dicter comment vivre ta vie. Elle t'aime, mais elle a son propre chemin à suivre, et tu dois avoir le tien. Sache que je t'aimerai toujours, où que je sois. Ton Gérard. Des larmes coulaient sur mes joues, tombant sur le papier. Il me connaissait si bien, mieux que je ne me connaissais moi-même. Comme j'aurais aimé qu'il soit là maintenant pour me soutenir dans ma décision. Essuyant mes larmes, je pliai soigneusement la lettre et la remis dans l'enveloppe. Je plaçai l'enveloppe avec d'autres documents importants dans le sac que j'allais emporter avec moi. Je décidai de donner le reste des affaires de Gérard à une œuvre de charité de l'église locale. Il collectait toujours des vêtements pour les pauvres. Les jours suivants se passèrent dans un tourbillon d'activités. Je triai ses affaires, jetai ce dont je n'avais pas besoin et emballai ce que j'allais emporter. Je n'appelai Gabrielle qu'une seule fois, lui disant que j'étais occupée à faire le ménage et de ne pas s'inquiéter si elle n'arrivait pas à me joindre. Ma fille, absorbée par ses propres problèmes, répondit distraitement qu'elle appellerait pendant le week-end. Le troisième jour après la visite de l'agente immobilière, le téléphone sonna. C'était Léa avec des nouvelles. « Madame Lambert. J'ai d'excellentes nouvelles, dit-elle avec enthousiasme. Nous avons déjà plusieurs offres. L'une d'elles est même supérieure à notre prix de vente. C'est une famille de 3 personnes avec un enfant en âge scolaire. Ils sont tombés amoureux de la maison au premier regard et sont prêts à verser un acompte aujourd'hui. » Je sentis mon cœur battre plus vite. Tout se passait si vite. Si tôt, fut tout ce que je pus dire. Oui, ce n'est pas courant, mais les maisons comme la vôtre sont très demandées en ce moment. Les acheteurs sont prêts à obtenir un prêt immobilier dans les prochains jours et à conclure la vente dès que possible. 3. Êtes-vous toujours intéressé par une vente rapide? Je pris une profonde inspiration. Le moment de vérité était arrivé plus tôt que prévu. Oui, répondis-je fermement. Je veux vendre la maison. Parfait, dit Léa. Alors je vais contacter les acheteurs et fixer un rendez-vous pour signer le compromis de vente. Avez-vous déjà trouvé un nouvel endroit où vivre? Cette question me prit au dépourvu. Dans la précipitation du tri de mes affaires, j'avais en quelque sorte oublié le plus important. J'avais besoin d'un endroit où vivre après la vente de la maison. Pas encore, admis-je. Mais j'aimerais trouver un petit appartement, peut-être plus près du centre-ville. J'ai quelques options en tête, dit Léa. Rien d'extraordinaire, mais des appartements propres et confortables dans de bons quartiers. Voulez-vous que je vous envoie les informations? Oui, s'il vous plaît. Et encore une chose, Madame Lambert, ajouta-t-elle, les acheteurs aimeraient emménager dès que possible. Ils demandent si ce serait possible dans les 2 ou 3 semaines. 2 ou 3 semaines. Si peu de temps pour dire adieu à la maison où j'avais vécu presque toute ma vie. Je ferai de mon mieux, répondis-je. Après avoir parlé à Léa, je m'assis devant l'ordinateur que j'avais acheté il y a quelques années sur l'insistance de Gaby.
Ma fille pensait que je devais apprendre les technologies modernes pour ne pas être dépassée. Je l'utilisais rarement, principalement pour correspondre avec quelques amis qui avaient déménagé et parfois pour lire les nouvelles. Mais maintenant, l'ordinateur s'avérait utile. J'ouvris un moteur de recherche et tapai « Cours de photographie Beauchamp ». À ma surprise, il y avait plusieurs écoles de photographie dans la ville. L'une d'elles, l'Objectif, était située près du centre et proposait des cours pour débutants. 4. Les cours avaient lieu 2 fois par semaine le soir et comprenaient à la fois des cours théoriques et des séances pratiques avec des sorties sur le terrain. Le coût était tout à fait raisonnable, surtout compte tenu du montant que je devais recevoir pour la maison. Sans hésiter, j'appelai le numéro indiqué sur le site web et m'inscrivis à un cours qui commençait dans 2 semaines. Ensuite, je parcourus à nouveau les appartements que Léa m'avait envoyés et choisis les 2 que j'aimais le plus. L'un dans un vieil immeuble en briques avec vue sur le parc de la ville, l'autre dans un complexe moderne avec ascenseur et sécurité. J'appelai Léa et pris rendez-vous pour visiter les 2 appartements le lendemain. Puis je pris une autre boîte et montai au grenier, le dernier endroit de la maison à trier. Le grenier était rempli de boîtes de décoration de Noël, de vieilles valises, de skis que personne n'avait utilisés depuis des années, et d'autres objets que Gérard et moi n'avions pas eu le cœur de jeter, mais que nous n'utilisions pas non plus. Je triai méthodiquement les objets, mettant ce qui pouvait être jeté dans des sacs poubelles et mettant de côté les quelque chose que je voulais garder. Dans l'une des boîtes, je trouvai de vieux albums photos, plus de 20, remplis de photos que j'avais prises au fil des ans. Voici Gabriel faisant ses premiers pas. Voici Gérard et moi en voyage au lac. Voici notre première maison avant de déménager à Beauchamp. J'avais oublié à quel point je prenais des photos avant que la vie ne devienne trop occupée pour les loisirs. Je descendis et posai les albums sur la table basse du salon. Que ce soit mon héritage pour Gabriel. Pas une maison, pas de l'argent, mais des souvenirs. Des moments réels et authentiques de nos vies capturés sur pellicule. Le lendemain, je rencontrai Léa pour visiter les appartements. Le premier, dans un vieil immeuble en briques, était sombre et trop bruyant. Les fenêtres donnaient sur une rue passante. Mais le second me plut au premier regard. C'était un 2 pièces lumineux au 4e étage d'un immeuble moderne. Il avait de grandes fenêtres, un petit balcon, une cuisine neuve, et ce qui était important pour mes articulations, un ascenseur. L'appartement était plus petit que ce à quoi j'étais habitué, mais plus que suffisant pour une personne. Prenez-le. Vous ne le regretterez pas, dit Léa, remarquant ma réaction. Le quartier est super. Il y a un parc à proximité, un supermarché à 2 rues et un arrêt de bus à 5 minutes à pied. Et les voisins sont pour la plupart des gens d'âge mûr, calmes et qui travaillent. Je suis d'accord. Je hochai la tête. Quand puis-je emménager? L'appartement est disponible maintenant. Vous pouvez signer le bail aujourd'hui. Nous retournâmes au bureau de Léa où je signai le bail et payai le premier mois de loyer et la caution. J'avais maintenant un nouveau toit sur la tête et je pouvais vendre ma vieille maison en toute conscience. Le lendemain, je rencontrai les acheteurs pour signer un compromis de vente. C'était un jeune couple avec un fils de 8 ans. Ils semblaient être des gens sympathiques, et j'étais heureuse que ma maison revienne à une famille avec un enfant. Le fils, un garçon blond aux yeux vifs, me rappelait Simon à cet âge, avant qu'il ne devienne un adolescent renfermé. Après avoir signé tous les documents et reçu la compte, je rentrai chez moi et m'assis sur le canapé du salon. C'était fait. Dans 2 semaines, cette maison appartiendrait à d'autres personnes, et je commencerais un nouveau chapitre de ma vie. Étrangement, au lieu de la tristesse, je ne ressentais que du soulagement et de l'excitation face à l'inconnu. Je pris mon téléphone et composai le numéro de Colette. Elle devait être la première à connaître ma décision. « Salut, ma chérie », répondit mon amie. De sa voix joyeuse. « Comment vas-tu ? » « Je vends la maison, dis-je sans préambule. Et j'ai déjà trouvé un appartement en centre-ville. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil, puis un rire. « Hélène Lambert », s'exclama Colette. « Tu ne cesses de m'étonner. Je pensais que tu passerais des mois à réfléchir et à douter, mais tu as déjà pris ta décision. Bravo, ma belle. Je suis fière de toi. » « Merci, souris-je. Mais ce n'est pas tout. Je me suis inscrite à des cours de photographie. » « De la photographie ?» demanda Colette. « Je ne savais pas que ça t'intéressait. »« Il y a longtemps, dis-je, me souvenant du cadeau de mariage de Gérard et de sa dernière lettre. Il est temps de rattraper le temps perdu. » Les jours suivants, je préparai le déménagement. J'engageai des déménageurs,
acheter des cartons pour emballer les affaires que j'emportais avec moi et m'arranger avec l'église locale pour donner les meubles et les vêtements à des œuvres de charité. Chaque jour qui passait, la maison devenait plus vide et moins la mienne. Une semaine avant la signature finale de la vente, j'avais déjà déménagé la plupart de mes affaires dans mon nouvel appartement. C'était inhabituellement petit, et j'avais dû réduire considérablement mes possessions, mais chaque objet que je laissais derrière moi était vraiment nécessaire ou cher à mon cœur. Le jour où les documents finaux devaient être signés, je me suis réveillée tôt. Il ne restait que très peu de mes affaires dans la maison. Le lit dans lequel je dormais, un peu de vaisselle dans la cuisine et des vêtements pour quelques jours. Après le déjeuner, je devais rencontrer Léa et les acheteurs à l'étude du notaire, puis remettre les clés au nouveau propriétaire. Je fis le tour des pièces vides, disant au revoir à chaque coin, à chaque souvenir. C'est ici que se trouvait le berceau de Gabi. C'est ici que Gérard m'a fait une surprise pour notre 20e anniversaire de mariage. C'est ici que j'ai pleuré en apprenant la mort de ma mère. Tant de vie, tant de moments, et tous resteraient ici, entre ces murs, quand je serais partie. Mais je ne me sentais pas triste. Au lieu de cela, j'étais remplie d'un étrange sentiment de liberté et d'anticipation. C'était comme si je me débarrassais d'un lourd fardeau que je portais depuis trop longtemps. À l'heure convenue, j'arrivai à l'étude du notaire. Léa était déjà là, ainsi qu'un jeune couple avec un enfant, mes acheteurs. Nous échangeâmes des salutations polies, et le notaire commença la procédure. Je signai les documents un par un, transférant officiellement la propriété de la maison où j'avais vécu pendant 40 ans. Quand tout fut terminé, je reçus un chèque d'un montant qui me semblait irréellement élevé, et je remis les clés au nouveau propriétaire. Le garçon me regarda avec curiosité. « Y a-t-il des fantômes dans la maison ?» demanda-t-il soudainement. « Non, souris-je. Seulement de bons souvenirs. » Sa mère sourit timidement et prit son fils par la main. « Nous prendrons bien soin de votre maison, Madame Lambert. »« C'est votre maison maintenant, » répondis-je. « Et j'espère que vous y serez heureux. » En quittant l'étude du notaire, je pris une profonde inspiration. Ça y est, c'est fait. La maison est vendue, l'argent est reçu et un nouvel appartement m'attend. Et dans une semaine, mes cours de photographie commencent. Je montai dans un taxi et donnai au chauffeur l'adresse de mon nouvel appartement. Quand la voiture se mit en route, je ne me retournai pas pour jeter un dernier regard sur le passé. Au lieu de cela, je regardais devant moi, là où ma nouvelle vie commençait. La première semaine dans mon nouvel appartement se passa dans un tourbillon d'activités. Je rangeai mes affaires dans les placards, accrochai des rideaux et m'habituai à la nouvelle cuisine. L'espace était beaucoup plus petit que dans mon ancienne maison, mais étonnamment confortable. Les grandes fenêtres laissaient entrer beaucoup de lumière, et le petit balcon donnait sur le parc de la ville. Le matin, je buvais mon café en regardant les joggeurs sur les sentiers et les mères avec des poussettes sur les bancs. La vie bouillonnait autour de moi, et j'en devenais progressivement une partie. J'attendais l'appel de Gabriel tous les jours, mais le téléphone restait silencieux. Ma fille était occupée par son travail et ses enfants, et je n'étais pas pressé de lui annoncer le déménagement. Laissons les choses suivre leur cours. Tôt ou tard, elle le découvrirait, mais d'ici là, je serais fermement installé dans mon nouveau logement. Le jeudi, mes cours de photographie commencèrent. L'école L'Objectif était située dans un vieil immeuble en briques qui avait été transformé en studio de création. J'arrivais en avance, me sentant nerveuse comme une écolière avant son premier cours. La dernière fois que j'avais appris quelque chose de nouveau, en dehors des cours de recyclage obligatoires pour les infirmières, c'était il y a 20 ans. La salle de classe se remplit progressivement de personnes de tous âges. Il y avait de très jeunes étudiants, des personnes d'âge moyen et même quelques personnes plus âgées que moi. Je choisis une place au milieu et sortis mon carnet. « Puis-je m'asseoir » demanda une voix masculine agréable à proximité. Je levai les yeux et vis un homme grand, aux cheveux grisonnants, avec un sourire amical. « Bien sûr » hochai-je la tête en déplaçant mon sac. « Merci. Je m'appelle Quentin David » se présenta-t-il en tendant la main. « Hélène Lambert » répondis-je en lui serrant la main. « C'est votre premier cours de photographie » demanda Quentin. « Oui. Et vous ?»« Oh, je suis un vieux de la vieille » sourit-il. « Je fais de la photo depuis 30 ans, mais la technologie évolue sans cesse et il faut garder un œil créatif frais. Alors, j'ai décidé de m'inscrire à un cours. » Notre conversation fut interrompue par l'entrée du professeur dans la classe. C'était une petite femme d'environ 45 ans avec des cheveux courts et des yeux vifs. Elle se présenta comme étant Héloïse Morin,
Une photographe professionnelle avec 20 ans d'expérience et professeure de photographie. Bonsoir à tous. Commença-t-elle énergiquement. Je suis heureuse de voir des visages familiers et de nouveaux visages. Notre cours, base de la photographie, est conçu pour durer 8 semaines. Pendant ce temps, vous apprendrez non seulement à appuyer sur le bouton d'un appareil photo, mais à voir le monde à travers un objectif, à comprendre la lumière, la composition et les réglages de l'appareil, et plus important encore, vous apprendrez à trouver votre propre perspective unique sur le monde qui vous entoure. Héloïse parla de la structure du cours, nous montra le travail de ses anciens élèves et nous expliqua quel équipement nous aurions besoin. Je n'avais pas d'appareil photo, alors je me fis une note mentale d'en acheter un dans les prochains jours. Après le cours d'introduction, nous fîmes connaissance. Chacun parla un peu de lui-même et de la raison pour laquelle il avait décidé de se lancer dans la photographie. Quand ce fut mon tour, j'étais un peu troublée. Je m'appelle Hélène Lambert. J'ai 67 ans. Comment sais-je? Je suis infirmière à la retraite. Je faisais de la photographie quand j'étais plus jeune, mais la vie est devenue trop chargée. Le travail, la famille, la maison. Récemment, j'ai décidé de commencer un nouveau chapitre de ma vie et de reprendre un vieux passe-temps. C'est une belle histoire, Hélène, sourit Héloïse. Il n'est jamais trop tard pour revenir à quelque chose qu'on aime. Avez-vous déjà un appareil photo? 5. Pas encore, admis-je. Mais je prévois d'en acheter un dans les prochains jours. Ne vous précipitez pas pour en acheter un, conseilla le professeur. Au prochain cours, nous parlerons du choix d'un appareil photo. En attendant, vous pouvez utiliser votre smartphone. Les téléphones modernes ont d'excellents appareils photo qui conviennent parfaitement aux débutants. Après le cours, Quentin proposa de nous arrêter dans un petit café en face de l'école de photographie. 2 autres femmes du cours se joignirent à nous. Rose Leclerc, une bibliothécaire d'une 60aine d'années, et Béatrice Chrétien, une institutrice récemment retraitée. Autour d'une tasse de thé, nous discutâmes de nos attentes pour le cours et partageâmes nos histoires de vie. « Depuis combien de temps êtes-vous à Beauchamp ?» me demanda Rose. « Presque 40 ans, répondis-je. J'ai récemment déménagé en centre-ville, mais avant cela, je vivais dans le quartier du Val-Vert. Le Val-Vert. Béatrice s'anima. Ma nièce a acheté une maison là-bas la semaine dernière, sur l'allée des Alouettes. C'est si beau avec un grand jardin. Je restai figée, ma tasse à mes lèvres. Serait-ce la famille à qui j'avais vendu la maison? L'allée des Alouettes, vous dites? Demandai-je prudemment. Vous vous souvenez du numéro de la maison? Je crois que c'était le 23. Béatrice fronça les sourcils, essayant de se souvenir. Oui, c'est ça, le 23. Ils étaient si heureux de leur achat. L'ancienne propriétaire, une dame âgée, la vendait en urgence. En dessous du prix du marché. Pas tant que ça en dessous, lâchai-je involontairement. 3 paires d'yeux me dévisagèrent avec surprise. Vous connaissez cette maison? Demanda Rose. Je posai ma tasse sur la table et souris. Je suis la dame âgée qui l'a vendue. Vous? Les yeux de Béatrice s'écarquillèrent. Quelle coïncidence! Caroline est ma nièce. Elle adore la maison. Elle dit qu'elle a une bonne énergie. Je suis heureuse de l'entendre, répondis-je sincèrement. J'y ai vécu une vie heureuse. J'espère que votre nièce et sa famille y seront tout aussi heureuses. Mais pourquoi avez-vous décidé de vendre une si belle maison? Demanda Rose avec curiosité. Je ne voulais pas entrer dans les détails de ma relation avec Gabriel, alors je répondis évasivement. Elle devenait trop grande pour que j'y vive seule. De plus, j'ai toujours rêvé de vivre plus près du centre, de me rendre à pied au magasin, au musée et au parc. À mon âge, on commence à apprécier le temps et les opportunités d'une nouvelle manière. Je vous comprends parfaitement, hocha la tête Quentin. Après la mort de ma femme, j'ai aussi vendu notre grande maison et j'ai déménagé dans un appartement près de la rivière. C'était la meilleure décision de ma vie. Pas de soucis pour la pelouse, le toit ou les tuyaux. Juste la liberté et de nouvelles expériences. La conversation dériva doucement sur d'autres sujets, mais je remarquai que Béatrice sortit discrètement son téléphone et envoya un message à quelqu'un, probablement sa nièce, lui racontant sa rencontre avec l'ancienne propriétaire de la maison. Eh bien, maintenant les rumeurs allaient certainement commencer à se répandre. Beauchamp est une petite ville où tout le monde est connecté d'une manière ou d'une autre. Tôt ou tard, la nouvelle parviendrait à Gabriel. Au cours suivant, Héloïse parla du choix d'un appareil photo pour les débutants. Après le cours, je l'approchai pour lui demander conseil,
et elle me recommanda plusieurs modèles dans la gamme de prix moyenne. Quentin entendit notre conversation et proposa d'aller ensemble dans un magasin d'appareils photo. De toute façon, je n'ai plus de pellicule, dit-il. Et je peux vous expliquer ce qu'il faut regarder lors de l'achat d'un appareil photo mieux que n'importe quel vendeur. J'acceptai, et le samedi, nous nous retrouvâmes en centre-ville. Quentin se révéla être un véritable expert en photographie. Il m'expliqua patiemment les différences entre les modèles, m'aida à comparer les caractéristiques et me laissa tenir différents appareils pour voir lequel était le plus confortable dans ma main. Finalement, je me décidai pour un appareil photoréflexe de taille moyenne avec un bon zoom 6. Excellent choix pour un débutant, approuva Quentin. Il est assez facile à utiliser, mais il a une marge de progression. Une fois que vous maîtriserez les bases, vous pourrez acheter différents objectifs pour différentes tâches. Après le magasin, nous allâmes dans un café et Quentin m'invita à me joindre à une sortie photo qu'il organisait le lendemain. Plusieurs personnes de notre groupe ont déjà accepté, dit-il. Nous allons au parc national pour pratiquer la photographie de paysage. C'est une excellente occasion d'essayer votre nouvel appareil photo. J'acceptai volontiers l'invitation. Il y avait longtemps que je n'étais pas sorti de la ville, surtout en compagnie de personnes partageant les mêmes idées. Le dimanche matin, nous nous retrouvâmes sur le parking de l'école de photographie. Outre Quentin, il y avait aussi Rose, Béatrice et 2 autres élèves de notre cours, un jeune couple nommé Léo et Mia. Quentin conduisait le monospace, qui nous accueillit tous confortablement, et nous partîmes pour le parc situé à 1 heure de route de la ville. C'était une journée ensoleillée, parfaite pour la photographie. Nous nous promenâmes le long des sentiers forestiers, nous arrêtâmes dans des clairières pittoresques et grimpâmes jusqu'à un point de vue sur le lac. Quentin et les photographes plus expérimentés donnèrent des conseils aux débutants, leur montrant comment régler leurs appareils, choisir les angles et travailler avec la lumière et l'ombre. Je me sentis étonnamment heureuse de me promener parmi les arbres avec mon appareil photo, captant les rayons du soleil sur l'eau, essayant de capturer un oiseau en vol ou une goutte de rosée sur une feuille. Le monde semblait différent à travers l'objectif. Plus lumineux, plus détaillé, plus significatif. C'était comme si j'apprenais à voir la beauté dans les petites choses que je n'avais pas remarquées auparavant. À l'heure du déjeuner, nous fîmes un pique-nique au bord du lac. Chacun avait apporté quelque chose à partager. Béatrice avait fait une tarte aux myrtilles. Rose avait préparé des sandwichs. Et Léo et Mia avaient apporté des fruits et de la citronnade maison. Ignorante de la tradition, je n'avais rien apporté. Mais Quentin me rassura, disant que je pourrais apporter quelque chose la prochaine fois. Y aura-t-il une prochaine fois? Souris-je. Bien sûr, clignatai-il de l'œil. Nous essayons de sortir tous les week-ends. Parfois au parc, parfois en ville pour de la photographie de rue, parfois sur la côte. La photographie, c'est de la pratique et encore de la pratique. Après le déjeuner, nous continuâmes à prendre des photos, et à l'approche du soir, nous rentrâmes en ville. Je rentrai chez moi fatigué mais rempli d'impressions et avec une carte mémoire pleine de nouvelles photos. J'allumai mon ordinateur, téléchargeai les photos et commençai à les regarder une par une. La plupart n'étaient pas très bonnes, floues, pas assez nettes ou mal composées, mais quelques clichés me firent sourire d'eux. Fierté. J'aimais particulièrement la photo d'un vieil arbre au bord du lac, éclairé par le soleil couchant. En regardant cette photo, je pensais soudain à Gérard, comme il serait fier de moi maintenant. Je faisais enfin ce dont j'avais toujours rêvé, mais que je n'avais jamais trouvé le temps de faire. C'est alors seulement que je remarquai que mon téléphone clignotait en rouge, appel manqué. Je le pris et vis 15 appels de Gabriel et 3 messages vocaux. Apparemment, les rumeurs l'avaient atteinte plus vite que prévu. J'appuyai sur lecture du premier message et entendis la voix agitée de ma fille. « Maman, est-ce vrai que tu as vendu la maison ? Daisy vient d'appeler et de dire que de nouveaux locataires ont emménagé dans la maison de l'allée des Alouettes. Rappelle-moi tout de suite. » Le deuxième message avait été enregistré 1 heure plus tard. « Maman, où es-tu ? Je t'ai appelé toute la journée. Je suis allée chez toi et il y a des gens qui y vivent. Ils ont dit qu'ils avaient acheté la maison il y a 1 semaine. Qu'est-ce qui se passe ? Où es-tu ? Le troisième message, laissé il y a à peine une demi-heure, semblait carrément paniqué. Maman, je suis vraiment inquiète. Si tu ne me rappelles pas dans l'heure qui suit, je vais appeler la police. S'il te plaît, fais-moi savoir que tu vas bien. Je soupirai et composai le numéro de ma fille. Elle répondit après la première sonnerie. Maman, enfin. Où es-tu ? Qu'est-ce qui se passe ?
Bonjour, Gaby, répondis-je calmement. Je vais bien. J'ai bien vendu la maison et j'ai déménagé dans un appartement en centre-ville. Quoi? La voix de ma fille était remplie d'incrédulité. Et tu n'as pas pensé à me le dire? J'allais le faire, mais tu étais occupé, et je voulais d'abord m'installer dans mon nouvel appartement. Je n'arrive pas à y croire, s'exclama Gaby. Tu as vendu la maison, notre maison de famille, et tu ne m'as même pas consulté. Aurais-je dû? Demandai-je doucement. La maison m'appartenait, Gabriel. Et la décision était la mienne. Mais c'est notre maison. C'est là que nous avons grandi. Tous nos souvenirs y sont. Comment as-tu pu faire ça? Mes souvenirs resteront avec moi où que je vive, répondis-je. Et la maison appartient maintenant à une gentille jeune famille avec un enfant. Je pense que ton père aurait aimé ça. Ne mêle pas papa à ça. Il n'aurait jamais approuvé un acte aussi irresponsable. Où vas-tu aller maintenant? Où vas-tu vivre? Je te l'ai déjà dit. Dans un appartement en centre-ville. C'est petit mais confortable. Il y a un balcon et une vue sur le parc. Un appartement. Gaby semblait incrédule. Tu n'as jamais vécu en appartement. Tu ne sais même pas ce que c'est que de vivre dans un immeuble avec des voisins derrière les murs, sans jardin. On peut tout apprendre, répondis-je calmement. Par exemple, aujourd'hui, j'ai appris à photographier la nature. D'ailleurs, je me suis inscrite à des cours de photographie. De la photographie. Gabrielle semblait de plus en plus confuse. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vends la maison, tu déménages dans un appartement, tu t'inscris à des cours? Est-ce que tout ça est à cause de cette conversation? Parce que j'ai mentionné la maison de retraite. Pas seulement, répondis-je honnêtement, mais cette conversation a été la goutte d'eau. Tu sais, Gaby, tu avais raison sur une chose. Il était temps que je pense à l'avenir. Et je l'ai fait. J'ai vendu la maison qui était trop grande pour moi, j'ai acheté un appartement confortable, je me suis inscrite au cours que j'ai rêvé de suivre toute ma vie, et je me suis même fait de nouveaux amis. Des amis, répéta ma fille. Quels amis? Des gens de mon cours de photographie. Aujourd'hui, nous sommes allés dans un parc national et nous avons pris des photos de la nature. C'était vraiment intéressant. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Je pouvais presque sentir physiquement Gaby essayer de traiter tout ce que je lui avais dit. Je ne comprends pas, dit-elle enfin. Pourquoi ne m'as-tu pas consulté? Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de tes projets? Nous aurions pu tout discuter et trouver une autre solution. Quelle autre solution, Gabriel? Demandai-je. Tu voulais que je vende la maison et que j'aille en maison de retraite pour ne pas être un fardeau pour toi. J'ai vendu la maison et j'ai déménagé dans un appartement pour pouvoir vivre seul et faire ce qui me plaît. La seule différence, c'est que j'ai pris la décision moi-même, pas toi pour moi. Je n'ai jamais dit que tu devais aller en maison de retraite tout de suite, s'exclama ma fille. Je voulais juste que nous pensions à l'avenir. Et j'y ai pensé, interrompis-je doucement. Et j'ai fait ce que je pense être juste pour moi. Maman, la voix de Gaby tremblait. Est-ce que tu comprends au moins comment ça paraît? C'est comme si tu étais offensée et que tu avais décidé de te venger de moi en me privant de mon héritage. L'accusation me prit au dépourvu. Est-ce que Gaby pensait vraiment que tout était une question d'argent? Ma chérie, dis-je aussi calmement que possible. Je ne t'ai pas privé de ton héritage. L'argent de la vente de la maison est toujours là. J'en ai dépensé une partie pour un appartement et des cours, mais la plupart est à la banque. Le moment venu, toi et tes petits-enfants auraient tout. Ce n'est pas une question d'argent, s'exclama Gabriel. Mais j'entendis une note de soulagement dans sa voix. C'est que tu as pris une décision aussi importante sans me consulter. Je suis ta fille, ta famille. Nous devrions prendre ces décisions ensemble. Non, Gaby, dis-je fermement. Je t'aime. Tu es ma fille, mais je suis une adulte et j'ai le droit de prendre mes propres décisions, tout comme tu prends des décisions sur ta vie sans me consulter. C'est différent, insista-t-elle obstinément. Pourquoi? Parce que je suis plus âgée. Parce que tu penses que je ne suis pas capable de décider comment vivre ma vie. Non. Mais... Gabriel hésita. Je m'inquiète juste pour toi. Tu as vécu dans cette maison toute ta vie et maintenant tu as soudainement décidé de tout changer. Ça ne te ressemble pas. Peut-être que tu ne me connais pas aussi bien que tu le penses, répondis-je doucement. Les gens changent, Gabriel, même à mon âge. Il y eut de nouveau un silence au téléphone.
Je pouvais entendre ma fille respirer lourdement, l'imaginant froncer les sourcils en réfléchissant à mes paroles. Je veux voir ton nouvel appartement, dit-elle enfin. Pour m'assurer que tu vas bien. Bien sûr, acceptai-je. Viens le week-end prochain. Je préparerai le dîner, je te ferai visiter, je te parlerai de mes cours. Tu peux amener les enfants si tu veux. C'est un peu à l'étroit, mais il y a toujours de la place pour les petits-enfants. D'accord, répondit sèchement Gabriel. Samedi à 14 heures. Et maman. La prochaine fois, s'il te plaît, préviens-moi à l'avance de décisions aussi importantes. J'ai failli devenir folle quand j'ai appris que tu avais vendu la maison. J'essaierai, promis-je, bien que je ne sois pas sûre de pouvoir tenir cette promesse. Ma nouvelle vie ne faisait que commencer, et je ne savais pas encore où elle me mènerait. Après avoir parlé à ma fille, je retournai à mon ordinateur et continuai à regarder les photos du voyage d'aujourd'hui. L'une d'elles attira mon attention. Une vue panoramique d'un lac avec des montagnes à l'horizon. La lumière, la composition, l'ambiance, tout était parfait. Je décidai d'imprimer la photo et de l'accrocher au mur de mon nouvel appartement. Ce serait le premier trophée de ma nouvelle vie. Le soir, allongé dans mon lit, je pensais à la journée, au voyage au parc, aux nouveaux amis, à la conversation avec ma fille. C'était une sensation étrange, comme si je m'étais enfin réveillée après un long sommeil. C'était comme si j'avais vécu la vie de quelqu'un d'autre. Et maintenant, pour la première fois, j'avais commencé à écrire la mienne. C'est avec cette pensée que je m'endormis, serrant fermement dans ma main mon nouvel appareil photo, que j'avais placé à côté de mon oreiller comme un trésor précieux. Le matin, je fus réveillée par la sonnerie du téléphone. C'était Colette, qui avait appris la nouvelle, d'une manière ou d'une autre. « Hélène Lambert !» s'exclama-t-elle de sa voix retentissante. « Tu as vendu la maison et tu ne me l'as pas dit. J'ai dû l'apprendre par Betty de la rue des Pins. » « Je suis désolée, Colette, souris-je, imaginant le visage indigné de mon ami. Tout s'est passé si vite. Je voulais t'inviter à une pendaison de crémaillère quand je serai installée. C'est donc pour ça que tu n'as pas répondu à la porte. Je pensais que tu m'en voulais pour ce conseil. Au contraire, j'ai suivi ton conseil. Et tu sais quoi? C'était la meilleure décision de ma vie. Raconte-moi, exigea Colette. Je veux tous les détails. Où habites-tu? Comment ta princesse de fille a-t-elle réagi? Et que fais-tu maintenant que tu es libre? Je racontai à Colette mon nouvel appartement, mes cours de photographie, le voyage de la veille au parc et ma conversation avec Gabriel. Mon amie écouta, ponctuant de temps en temps mon récit d'exclamations approbatrices. Je suis si fière de toi, ma chérie, dit-elle quand j'eus fini mon histoire. Tout le monde n'a pas le courage de tout changer à notre âge. La plupart des gens se laissent porter par le courant jusqu'à la fin. Mais toi, tu es formidable. Merci, Colette, dis-je sincèrement. Ton soutien compte beaucoup pour moi. Alors, quand puis-je voir ton nouveau logement, demanda-t-elle. Et rencontrer tes nouveaux amis photographes, surtout ce Quentin dont tu ne tarissais pas d'éloges. Je ne tarissais pas d'éloges, commençai-je, mais je m'arrêtai, réalisant que Colette me taquinait. Gabriel vient avec les enfants samedi prochain. Peut-être que tu voudrais passer dimanche. Je ferai ta tarte aux myrtilles préférée. J'adorerais, accepta Colette. Et n'oublie pas de me montrer tes photos. Je veux voir ce que tu as appris. Après avoir parlé à Colette, je m'habillai et sortis sur le balcon avec une tasse de café. C'était un matin clair et les premiers joggeurs et promeneurs de chiens étaient déjà sortis dans le parc. La vie battait son plein et j'en faisais partie. Pas seulement une observatrice, mais une participante active. Je pensais à la visite imminente de Gabriel. Bien sûr, il ne serait pas facile de lui expliquer ma décision de manière à ce qu'elle la comprenne vraiment, mais en fin de compte, c'était ma vie, et j'avais le droit de la vivre comme je l'entendais, même si quelqu'un n'était pas d'accord. Le samedi matin était ensoleillé et chaud. Je me levai tôt pour préparer le déjeuner pour Gabriel et mes petits-enfants. Je voulais faire bonne impression et montrer que je me débrouillais bien toute seule. Je rangeai l'appartement, disposai des fleurs dans des vases, imprimai quelques-unes de mes meilleures photos et les accrochai au mur du salon. Mon nouvel appartement ne ressemblait plus à un endroit étranger. En 2 semaines que j'y avais vécu, je m'étais approprié chaque recoin, avais disposé les meubles à mon goût et avais accroché les rideaux que j'avais apportés de mon ancienne maison. Le petit espace semblait confortable et lumineux. La cuisine, bien que minuscule par rapport à la précédente, était fonctionnelle. À midi, tout était prêt.
Le rôti mijotait dans le four. La salade refroidissait dans le réfrigérateur. Et la tarte aux pommes que j'avais cuite tôt le matin dégageait un arôme de cannelle et de vanille. Je mis ma plus belle robe, bleu foncé avec un petit motif floral que Gérard appelait toujours « royal ». Je me coiffai et me maquillai même légèrement, ce que je n'avais pas fait souvent ces dernières années. À 14 heures précises, la sonnette de l'interphone retentit. Je répondis et entendis la voix de Gabriel. « Maman, c'est nous. Quel bouton est la sonnette ? » « Le 3e à droite, » répondis-je. « Monte au 4e étage. Appartement 412. » Quelques minutes plus tard, on frappa à la porte. J'ouvris et vis Gabriel et mes 2 petits-enfants, Simon et Chloé. Ma fille avait l'air tendue, les lèvres serrées et les yeux vifs. Mes petits-enfants, en revanche, semblaient intrigués. « Mamie !» Chloé me sauta au cou. « Tu as une nouvelle maison. »« C'est un appartement, ma chérie, » souris-je en serrant ma petite fille dans mes bras. « Entrez. Ne restez pas sur le pas de la porte. » Simon hocha la tête maladroitement, marmonna « bonjour » et entra dans le salon, regardant autour de lui avec une indifférence d'adolescent qui, je le savais, cachait de la curiosité. « Salut, maman », dit sèchement Gabriel en le suivant. « Endroit intéressant. »« Merci », répondis-je, décidant d'ignorer son ton. « J'aime beaucoup ici. Mettez-vous à l'aise. Le dîner est presque prêt. » Gabriel fit lentement le tour de l'appartement, regardant le mobilier, jetant un coup d'œil dans la cuisine, la chambre, la salle de bain. Son visage restait impassible, mais je sentais qu'elle cherchait des défauts. La confirmation qu'elle avait raison. « C'est assez à l'étroit, » dit-elle finalement en revenant dans le salon. « Et bruyant, je parie. Les fenêtres donnent sur la rue. Le parc, » la corrigeai-je. « Et j'aime regarder la vie passer. Le silence peut parfois être trop silencieux. »« Mamie, qu'est-ce que c'est que ces photos ?» demanda Chloé, en regardant les photos au mur. « C'est moi qui les ai prises, ma chérie. Au cours de photographie dont je t'ai parlé. »« Toi ?» s'exclama sa petite fille avec surprise. « Toute seule. Elles sont si belles. »« Merci, » dis-je en lui caressant la tête. « Si tu veux, je peux te montrer comment utiliser l'appareil photo après le déjeuner. » Chloé hocha la tête énergiquement et Simon, qui avait fait semblant de ne pas écouter, leva les yeux de son téléphone. « Quel genre d'appareil photo as-tu, mamie ?» Je lui indiquai la marque et le modèle. Les yeux de mon petit-fils s'écarquillèrent. « Vraiment ? C'est un réflexe professionnel ? Où as-tu appris à t'en servir ? » « À un cours, » répétai-je, ravi de son intérêt. « Et avec l'aide d'amis du club de photo. Nous avons un excellent professeur, Héloïse et Quentin. Il fait de la photo depuis 30 ans et est très utile pour les débutants. »« Quentin ?» demanda Gaby, en haussant un sourcil. « Qui est-ce ? » ?»« Un ami du cours de photographie, » répondis-je simplement. « Il nous emmène faire des sorties photos le week-end. C'est un homme très intéressant, un ancien architecte. » Gabriel fit un bruit de gorge, mais ne dit rien. J'invitai tout le monde à table, et la conversation dériva sur des sujets neutres. L'école, le temps, un nouveau film que les petits-enfants avaient vu. Je leur parlais du cours, de mes premiers succès en photographie, et de la commodité de vivre en centre-ville, à proximité des magasins et d'un parc. L'atmosphère se réchauffa progressivement, et même Gaby commença à se détendre. Elle fit des compliments sur le rôti, et Chloé mangea 2 parts de tarte aux pommes, déclarant que c'était la plus délicieuse du monde. Après le déjeuner, les enfants allèrent explorer le balcon, et ma fille et moi restâmes à table. « Alors, » commença Gabriel, en faisant tourner sa tasse de thé entre ses mains. « Tu as vraiment vendu la maison ? » ?»« Oui, » hochai-je la tête. « Les papiers sont signés. L'argent a été reçu. Les nouveaux propriétaires ont déjà emménagé. »« Et tu ne vas pas revenir ? » ?»« Non, bien sûr que non. Je vis ici. » Gaby prit une profonde inspiration, comme si elle rassemblait ses forces. « Maman, j'ai quelque chose à te dire. Je prévoyais d'emménager dans notre maison avec les enfants dans quelques années. » Je la regardai avec surprise. « Vraiment ? Tu n'en as jamais parlé. » Je pensais que c'était évident, haussa les épaules Gabriel. La maison est grande, le quartier est agréable, et il y a de très bonnes écoles à proximité. Alexandre et moi sommes divorcés, et je pensais que quand les enfants seraient plus grands, nous pourrions tous vivre là-bas ensemble. Toi, moi, Simon et Chloé.
Une famille. Mais tu as parlé d'une maison de retraite, lui rappelai-je. C'était pour bien plus tard, s'exclama Gaby. Quand tu commenceras à avoir du mal à te déplacer seule, dans 10, 15 ans, peut-être. D'ici là, nous aurions pu vivre ensemble. Je t'aurais aidé avec la maison. Tu m'aurais aidé avec les enfants. Je restai silencieuse, réfléchissant à ces paroles. Gabrielle n'avait jamais partagé de tels projets auparavant. Tout ce que j'avais entendu d'elle ces dernières années, c'était des plaintes sur son appartement exigu, le loyer élevé, la difficulté à concilier travail et éducation des enfants. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça avant ?» demandai-je. « Je pensais que tu savais », dit Gabrielle en baissant les yeux. « Et en plus, je ne voulais pas te mettre la pression. C'était ta maison, ta décision. » « Mais alors pourquoi as-tu parlé de moi comme d'un fardeau, d'une maison de retraite ?»« Ce n'est pas ce que je voulais dire, » protesta-t-elle avec véhémence. « Enfin, pas exactement. Je voulais juste que nous discutions de l'avenir, de notre avenir ensemble. Mais tu l'as mal pris et tu as fait ça. » Elle fit un geste en direction de l'appartement. Je regardai attentivement ma fille, essayant de comprendre si elle était sincère. Je vis une réelle inquiétude dans ses yeux, mais aussi autre chose. Du calcul, du ressentiment, de la déception. « Tu sais, Gaby, » commençai-je lentement. « Même si tu m'avais parlé de tes projets, je ne suis pas sûre que j'aurais accepté de vivre ensemble. Nous sommes très différentes. Nous avons des visions de la vie différentes, des habitudes différentes, des attentes différentes. Tu voudrais que je t'aide avec les enfants, et moi, je veux profiter de ma liberté tant que je le peux. » « La liberté de quoi ? De ta famille. » La voix de Gaby semblait blessée. « Pas de ma famille, mais des obligations, » essayai-je d'expliquer. « J'ai passé toute ma vie à vivre pour les autres. Pour mes parents, pour ton père, pour toi. Ne te méprends pas, je ne regrette rien. Mais maintenant que j'ai enfin la chance de vivre pour moi-même, je veux la saisir. » « Et c'est pour ça que tu as vendu la maison, » dit amèrement Gabrielle. « La maison où nous aurions pu tous vivre ensemble. » « J'ai vendu la maison parce qu'elle était trop grande pour moi toute seule, » expliquai-je patiemment. « Et parce que je voulais commencer un nouveau chapitre de ma vie, sans ressentiment ni reproche. » Gaby me regarda comme si elle me voyait pour la première fois. Peut-être que c'était le cas. Peut-être qu'elle ne m'avait jamais vue comme une personne avec ses propres désirs et rêves, mais seulement comme une mère qui devait toujours être là pour aider. « Alors, c'est fini, » dit-elle finalement. « La maison est vendue, et nous ne vivrons jamais ensemble. » La maison est vendue, acceptai-je. Mais nous sommes toujours une famille, Gabrielle. Nous vivrons simplement nos propres vies, comme il se doit. Tu élèveras tes enfants et tu construiras ta carrière, et moi. J'apprendrai la photographie et je profiterai de nouvelles opportunités et de nouveaux amis, ajouta-t-elle d'un ton sec. Ce Quentin, par exemple. Je souris, sans relever la provocation. Oui, et de nouveaux amis aussi. À mon âge, il est rare de trouver des personnes partageant les mêmes idées. Gabrielle voulait dire quelque chose, mais à ce moment-là, Chloé fit irruption dans la pièce. « Mamie, tu as promis de me montrer comment utiliser l'appareil photo. »« Bien sûr, ma chérie, » dis-je en me levant de table, heureuse de l'occasion d'interrompre cette conversation désagréable. « Je vais chercher l'appareil tout de suite. » Le reste de la journée se passa relativement paisiblement. Je montrai à mes petits-enfants comment utiliser l'appareil photo et leur parlais de composition, de lumière et d'angle. Même Simon montra de l'intérêt, oubliant pour un temps son indifférence habituelle. Nous allâmes au parc et fîmes une petite séance photo. Gabrielle se tint à distance, nous observant avec un visage de pierre. Quand vint le moment de se dire au revoir, Chloé me serra fort dans ses bras. « J'aime ton nouvel appartement, mamie, et les photos. Est-ce que je peux venir te voir le week-end prochain ? Tu m'en apprendras un peu plus ? » « Bien sûr, ma chérie, » je lui caressai la tête. « Viens quand tu veux. Tu es toujours la bienvenue ici. » Simon me serra la main maladroitement, mais je vis un nouvel intérêt dans ses yeux. « Merci pour la leçon, mamie. Je vais télécharger l'application de retouche photo dont tu as parlé. » Gabrielle me dit au revoir sèchement, mais sans hostilité manifeste. Je la serrai dans mes bras pour lui dire au revoir et elle ne se déroba pas, ce qui était un progrès. Quand ils furent partis, je débarrassai la table, fis la vaisselle et m'assis dans le fauteuil près de la fenêtre, regardant le parc du soir. La visite s'était mieux passée que prévu, mais les paroles de Gabrielle sur ses projets pour la maison me trottaient dans la tête. Le téléphone sonna.
C'était Quentin qui me rappelait notre sortie photo de demain au jardin botanique. Comment s'est passée la rencontre avec ta fille? Demanda-t-il après m'avoir salué. Mieux que ce que je craignais. Moins bien que ce que j'espérais, répondis-je honnêtement. Les petits-enfants sont ravis de l'appareil photo. Mais Gabrielle, il s'avère qu'elle prévoyait d'emménager dans ma maison avec ses enfants dans quelques années. Et vivre avec toi sous le même toit. Quentin semblait surpris. De nos jours, 3 générations sous un même toit, c'est rare. Surtout quand il s'agit d'adultes avec des habitudes bien établies. C'est ce que je pense, soupirai-je. Mais Gabrielle pense que j'ai trahi la famille en vendant la maison. Comme si les briques et les tuiles étaient plus importantes que les gens. Donne-lui du temps, conseilla Quentin. Elle a besoin de s'habituer à l'idée que sa mère est une personne indépendante avec ses propres projets et désirs. Le matin, je fus réveillée par la sonnerie insistante de la porte. En regardant l'horloge, je vis qu'il n'était que 8 heures du matin, trop tôt pour des visiteurs. Enfilant ma robe de chambre, j'allai à la porte et demandai « Qui est-ce » ? « C'est moi. Ouvre. » J'entendis la voix de Gabrielle. Surprise, j'ouvris la porte. Ma fille était là, seule, sans les enfants. Son visage était hagard, comme si elle n'avait pas dormi de la nuit. « Gabrielle, qu'est-ce qui ne va pas ?» demandai-je, alarmée. « Les enfants vont bien. » « Les enfants vont bien, » dit-elle en passant devant moi pour entrer dans l'appartement. « Maman, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle sérieusement. » « D'accord. » Je fermai la porte et la suivis dans le salon. « Tu veux un café d'abord ? » « Non, merci. » Gabi s'assit sur le canapé, serrant les mains si fort que ses articulations blanchirent. « Maman, j'ai réfléchi toute la nuit à toi, à la maison, à tout. Et j'ai réalisé que je devais être honnête avec toi. » Je m'assis silencieusement en face d'elle, attendant qu'elle continue. « Je comptais vraiment sur la maison, » commença-t-elle en me regardant droit dans les yeux. « Pas seulement comme un endroit où nous pourrions vivre ensemble, mais comme un soutien financier. Tu vois, j'ai des problèmes. De sérieux problèmes d'argent. » « Quoi ? » J'étais abasourdie. Gabi n'avait jamais mentionné de difficultés financières. « Mais tu as un bon travail, un salaire décent. Et d'énormes dettes, » dit-elle avec un sourire amer. « Le prêt étudiant que je n'ai toujours pas remboursé. Le prêt immobilier que j'ai dû contracter après le divorce pour avoir un logement avec les enfants. Les factures médicales. Tu te souviens quand Simon s'est cassé le bras l'année dernière ? La mutuelle n'a couvert qu'une partie. Et puis il y a les crédits à la consommation. Je n'ai jamais été douée pour économiser de l'argent. » Je savais que Gabrielle avait toujours aimé les belles choses, les restaurants, les voyages. Même après le divorce, quand elle devait élever seule ses enfants, elle ne se privait d'aucun plaisir. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demandai-je doucement. « J'aurais aidé. » La fierté, je suppose, haussa-t-elle les épaules. Je ne voulais pas que tu penses que je ne pouvais pas m'en sortir. Et puis, je comptais sur l'héritage d'une maison dans quelques années. Je l'aurais vendue ou refinancée, j'aurais remboursé les dettes et je serais reparti de zéro. Et maintenant, tu n'as pas de maison, terminai-je pour elle. Oui. Gabrielle baissa les yeux. Maintenant, je n'ai pas de maison et je ne sais pas quoi faire. La banque menace de saisir l'appartement si je ne rembourse pas le prêt d'ici une semaine. J'ai peur que mes enfants et moi nous retrouvions à la rue. Une semaine. Je n'en revenais pas. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ? Pourquoi as-tu attendu la dernière minute ? J'espérais pouvoir m'en sortir seule, baissa-t-elle la tête. J'ai cherché un travail à temps partiel, j'ai essayé de négocier une restructuration de la dette avec la banque, mais rien n'a marché. Et puis j'ai appris que tu avais vendu la maison, et je n'avais plus le choix. Je regardais ma fille, ne sachant que ressentir. Le choc de sa confession, le ressentiment qu'elle ne me voit que comme une source d'argent, la pitié pour elle et mes petits-enfants, qui se trouvaient maintenant dans cette situation. « Combien dois-tu » demandai-je finalement. Gabi nomma une somme qui me coupa le souffle. Près d'un tiers de l'argent de la vente de la maison, moins ce que j'avais dépensé pour l'appartement et les cours. « Et tu pensais que je te donnerais simplement la maison ?» demandai-je, essayant de comprendre sa logique. « Pas que tu me la donnerais, mais que tu me la laisserais dans ton testament, » répondit-elle doucement. « Et peut-être que tu déménagerais dans une maison de retraite où des professionnels prendraient soin de toi à ma place. Je sais que ça a l'air horrible. Je ne suis pas fière de moi, maman, mais je suis désespérée.
Je me levai et m'approchai de la fenêtre, regardant le parc en contrebas. Les gens se promenaient, couraient, promenaient leurs chiens, inconscients du drame qui se jouait dans l'appartement au-dessus d'eux. Ma propre fille avait admis qu'elle voulait m'envoyer en maison de retraite, non par souci pour moi, mais pour prendre possession de la maison et résoudre ses problèmes financiers. Ça faisait mal. Maman. Gabi s'approcha et se tint à côté de moi. Je sais que j'ai fait une chose terrible, et je ne te demande pas de me pardonner. Mais je te demande de l'aide. Pas pour moi, mais pour Simon et Chloé. Ils ne sont pas responsables de mes erreurs. Je regardai ma fille. Il y avait des larmes dans ses yeux. Des larmes sincères de remords et de peur. Malgré tout, elle était toujours mon enfant, la chair de ma chair. Et mes petits-enfants, ils n'étaient vraiment pas à blâmer pour les problèmes financiers de leur mère. Je vais y réfléchir, dis-je finalement. J'ai besoin de temps, Gabriel. Ce que tu m'as dit, c'est trop. Je comprends. Elle hocha la tête, essuyant ses larmes. Bien sûr, réfléchis. Mais s'il te plaît, ne prends pas trop de temps. Il ne me reste qu'une semaine. 7 jours. J'avais 7 jours pour décider si j'allais aider ma fille, qui me voyait comme rien de plus qu'un portefeuille, ou la laisser, elle et mes petits-enfants, se retrouver sans abri. Quel choix terrible. Je t'appellerai, dis-je, me sentant épuisé par cette courte conversation. Maintenant, je suis désolé. Je dois me préparer. J'ai une sortie photo avec mon groupe. Bien sûr, hocha la tête Gabi en se dirigeant vers la porte. Merci de m'avoir écouté. Et pardonne-moi si tu le peux. Quand elle partit, je m'effondrai dans un fauteuil, sentant mes mains trembler. Tout ce que j'avais construit ces dernières semaines, ma nouvelle vie, ma liberté, mes projets, tout pouvait s'effondrer à cause de l'irresponsabilité de ma fille. Je passai les jours suivants à réfléchir. Je parlais à un conseiller financier, à un avocat, et discutais de la situation avec Colette et Quentin. Quentin me conseilla de ne pas me précipiter et de fixer des conditions claires si je décidais d'aider. Colette était catégoriquement contre l'idée d'aider Gabi financièrement, estimant que sa fille devait assumer la responsabilité de ses propres erreurs. Le 6e jour, je pris ma décision. J'appelai Gabi et lui demandai de venir. Elle arriva 1 heure plus tard, nerveuse et tendue. J'ai beaucoup réfléchi, commençai-je alors que nous nous asseyions dans le salon. Et je suis prête à aider, mais à certaines conditions. Quelles conditions? Demanda prudemment Gabi. Premièrement, je ne te donnerai pas l'argent en cadeau, mais sous forme de prêt que tu rembourseras par petites mensualités. Deuxièmement, tu devras établir un plan pour rembourser toutes tes dettes et t'y tenir. Troisièmement, nous ouvrirons un plan d'épargne-études pour Simon et Chloé, et je verserai un certain montant chaque mois, et tu verseras autant que tu le pourras. Gabriel me regarda avec un mélange de soulagement et de confusion. C'est très généreux de ta part, maman, mais je ne suis pas sûre de pouvoir te rembourser de sitôt. C'est pourquoi nous allons établir un plan réaliste, dis-je fermement. Je ne te demande pas de rembourser la totalité du montant tout de suite, mais je veux que tu apprennes à être responsable avec l'argent, pour toi et pour les enfants. Je suis d'accord. Gabriel hocha la tête après une pause. Toutes les conditions. Et merci, maman. Je sais que je ne mérite pas ton aide après tout ce que j'ai dit et fait. Tu es ma fille, répondis-je simplement. Et tu le seras toujours, quoi qu'il arrive. Nous convînmes de nous rencontrer avec mon conseiller financier le lendemain pour rédiger les documents et établir un plan. Quand Gabi partit, je ressentis un étrange sentiment de soulagement. La décision avait été prise et elle me semblait juste. J'aidais ma fille et mes petits-enfants, mais je ne renonçais pas à ma nouvelle vie. Ce soir-là, Quentin appela pour savoir comment s'était passée ma rencontre avec Gabriel. J'ai décidé de l'aider, dis-je. Mais à mes conditions. J'espère que ça lui apprendra à être plus responsable. Tu as bien fait, dit-il avec approbation. Et tu sais quoi? Je suis fier de toi. Tout le monde ne pourrait pas trouver le juste équilibre entre aider ses proches et préserver sa propre liberté. Ces mots me réchauffèrent le cœur. Pour la première fois depuis de nombreux jours, je sentis que je faisais ce qu'il fallait, que j'avais trouvé un équilibre entre mes obligations envers ma famille et ma loyauté envers moi-même. Le 7e jour, Gabriel et moi rencontrâmes un conseiller financier. Nous signâmes tous les documents nécessaires, établîmes un plan détaillé de remboursement de la dette et ouvrîmes un fonds d'éducation pour nos petits-enfants. Ma fille avait l'air à la fois déprimée et soulagée. Elle avait évité une catastrophe financière, mais au prix d'admettre son irresponsabilité et d'accepter un contrôle strict de ses dépenses.
Merci, maman, dit-elle en quittant le bureau du conseiller. Je sais que tu aurais pu simplement me tourner le dos après tout ce que j'ai dit, mais tu ne l'as pas fait. Et j'essaierai d'être meilleure. Pour toi, pour les enfants, pour moi. Je crois en toi, répondis-je en serrant ma fille dans mes bras. Et je serai toujours là pour toi, même si nous vivons dans des maisons différentes. Nous nous séparâmes ce jour-là, non seulement comme mère et fille, mais comme deux femmes adultes qui avaient commencé à mieux se comprendre. Gabi me voyait enfin non seulement comme sa mère, mais comme une personne avec ses propres désirs et rêves, et j'avais pu l'accepter telle qu'elle était, avec toutes ses erreurs et ses défauts. En rentrant chez moi, je réalisais que l'épreuve que nous avions traversée nous avait finalement rapprochés plus que les années que nous avions vécues ensemble sous le même toit. Parfois, il faut prendre de la distance pour vraiment se voir. 3 mois ont passé depuis que je me suis finalement installée dans mon nouvel appartement au centre de Beauchamp. L'automne a pris ses droits, peignant les feuilles du parc dans des teintes vives d'or et de pourpre. Mon balcon offrait une vue imprenable sur ce kaléidoscope naturel. Chaque matin, une tasse de café à la main, je regardais la ville se réveiller et se remplir de gens se précipitant à leurs occupations. Ma vie avait pris un nouveau rythme, mesuré. Le mardi et le jeudi, je suivais des cours de photographie où je continuais à perfectionner mes compétences sous la direction d'Héloïse Morin. Le week-end, je partais en balade photo avec Quentin et d'autres passionnés. Le reste du temps, je le passais à décorer mon appartement, à voir Colette, à lire des livres et bien sûr, à passer du temps avec mes petits-enfants, qui me rendaient désormais visite régulièrement. Après notre difficile conversation et l'aide financière que j'avais apportée à Gabriel, notre relation a lentement mais sûrement commencé à changer. Ma fille, qui était sur le point de perdre sa maison et a reçu un soutien inattendu de ma part, a commencé à me voir sous un jour nouveau. Il y avait dans ses yeux un respect que je n'avais pas remarqué auparavant. Elle ne me considérait plus comme une partie immuable de sa vie qu'elle pouvait utiliser à sa guise. Le conseiller financier que j'avais engagé nous a aidés à élaborer un plan détaillé pour rembourser les dettes de Gabi. Elle respectait scrupuleusement le budget et avait déjà réussi à améliorer considérablement sa situation financière au cours des derniers mois. Chaque mois, elle me virait une petite somme pour le prêt, moins pour me rembourser que pour symboliser son nouveau sens des responsabilités. Quant au reste du produit de la vente de la maison, j'ai décidé de l'utiliser comme bon me semblait. J'ai investi un tiers de l'argent dans des placements à long terme fiables, sur les conseils du même conseiller financier. J'ai placé un autre tiers sur des comptes d'épargne-études pour Simon et Chloé. De l'argent qu'ils pourront utiliser pour payer leurs études le moment venu. J'ai gardé la dernière partie pour moi, pour mes frais de subsistance et pour réaliser certains désirs de longue date, y compris les voyages dont j'avais rêvé toute ma vie. Début octobre, je suis rentrée de mon premier voyage en solo, un circuit photo d'une semaine en Nouvelle-Angleterre. Je n'avais jamais voyagé seule auparavant, sans Gérard ou Gabriel, et je me sentais un peu anxieuse au début, mais la compagnie de 10 photographes enthousiastes, dont Quentin, qui a organisé le voyage, s'est avérée parfaite pour moi. Nous avons séjourné dans de petits motels en bord de route, nous nous sommes levés avant l'aube pour capturer la brume matinale sur les lacs, et nous avons erré dans les bois, photographiant le feuillage d'automne dans toute sa splendeur. Je suis revenue du voyage avec des centaines de photos et un nouveau sentiment de confiance. Comme l'a dit Héloïse, en regardant mon travail au cours suivant, j'avais trouvé mon propre style, lyrique, calme, rempli de lumière même dans les scènes les plus ordinaires. C'est alors qu'elle m'a suggéré d'envisager une petite exposition personnelle à la bibliothèque municipale, qui accueillait régulièrement des expositions de photographes et d'artistes locaux. L'idée semblait à la fois effrayante et excitante. Moi, Hélène Lambert, veuve de 67 ans et ancienne infirmière, organisant ma propre exposition de photos. Cela semblait sorti d'un roman fantastique. Mais Héloïse était persistante, et Quentin et d'autres amis du club de photo étaient enthousiastes à l'idée. « Tu n'as rien à craindre », a dit Quentin alors que nous en discutions autour d'une tasse de thé dans mon appartement. « Tu as un œil merveilleux et des compétences techniques que beaucoup de ceux qui font de la photographie depuis des années envieraient. »« Mais je suis une débutante », ai-je objecté. « Je ne suis des cours que depuis 3 mois. » Certaines personnes étudient toute leur vie et n'atteignent jamais ce que tu fais intuitivement, a-t-il souri. Et en plus, une exposition à la bibliothèque, ce n'est pas le Grand Palais. C'est une merveilleuse occasion de montrer ton travail et d'avoir des retours. Après beaucoup d'hésitation, j'ai accepté. Héloïse m'a aidé à sélectionner 20 de mes meilleures photos des derniers mois, et la bibliothèque a mis à disposition une salle pour l'exposition pendant 2 semaines en novembre. Il ne restait plus qu'à imprimer et encadrer les photos. Un processus qui s'est avéré plus laborieux et plus coûteux que ce que j'avais prévu, mais aussi plus agréable.
J'ai parlé de l'exposition à venir lors d'une des visites de Gabrielle avec les enfants. Elle a été sincèrement surprise, et à ma grande joie, a proposé d'aider à organiser une petite réception pour le vernissage. Je peux commander des amuse-gueules et du champagne, a-t-elle dit, et inviter quelques-uns de mes collègues. L'un d'eux s'intéresse à la photographie et pourrait écrire sur l'exposition dans le journal local. Son enthousiasme m'a profondément touchée. Cela ne ressemblait pas du tout à l'ancienne Gabi, qui s'intéressait rarement à mes activités et à mes passe-temps. Mais la nouvelle Gabrielle, qui avait émergé après notre crise financière, semblait sincèrement désireuse de participer à ma vie et de soutenir mes entreprises. Ce serait merveilleux, ai-je souri. Mais ne dépense pas trop. Tu as toujours un budget serré. Ne t'inquiète pas, maman, a-t-elle cligné de l'œil. J'ai des relations dans une entreprise de traiteurs. Je peux obtenir une bonne réduction. Simon, qui était présent pendant la conversation, a également montré de l'intérêt. Mamie, est-ce que je peux t'aider à accrocher les œuvres, a-t-il demandé. J'ai lu quelques articles sur la façon d'organiser correctement une exposition. Bien sûr, mon chéri, ai-je dit joyeusement. Ton aide sera inestimable. Même la petite Chloé voulait contribuer, et a proposé de dessiner des invitations pour les invités. Ces dessins enfantins d'appareils photo et de fleurs étaient si mignons que je les ai réellement utilisés pour inviter nos amis les plus proches. Le vernissage de l'exposition était prévu pour le vendredi 15 novembre. Une semaine avant l'événement, j'étais si excitée que je pouvais à peine dormir la nuit. Chaque jour apportait de nouvelles préoccupations. Je devais récupérer les tirages finis au laboratoire photo, vérifier les cadres, coordonner les détails techniques avec la bibliothèque et compiler une liste d'invités. La veille du vernissage, Simon et moi avons passé toute la journée à la bibliothèque à accrocher les photographies. Mon petit-fils s'est révélé être un véritable professionnel en la matière. Il a soigneusement mesuré les distances entre les œuvres, sélectionné la hauteur optimale pour chaque photographie et a pris en compte l'éclairage et la trajectoire des mouvements des visiteurs dans la salle. Tu vois, mamie, expliqua-t-il en fixant une autre photographie au mur. Il est important de créer une histoire que le spectateur lira en se déplaçant d'une image à l'autre. Nous commençons par les paysages urbains, puis passons à la nature, puis à des compositions plus abstraites. Je l'écoutais avec étonnement et fierté. Qui aurait cru que mon petit-fils introverti, toujours collé à son téléphone, se passionnerait autant pour la scénographie d'exposition. À un moment donné, je me suis surprise à penser que la vente de la maison et tout ce qui a suivi, malgré toutes les difficultés, s'était avéré être une bénédiction pour notre famille. Cela nous a permis de voir des choses les uns chez les autres que nous n'avions pas remarquées auparavant. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, j'ai reçu un appel inattendu de Colette. « Ma chérie, je viens d'apprendre une nouvelle incroyable », a-t-elle dit avec enthousiasme. Caroline Williams, la femme qui a acheté ta maison, est enceinte. Ils attendent leur deuxième enfant au printemps. C'est merveilleux, ai-je dit, sincèrement heureuse pour eux. Il y aura donc à nouveau des rires d'enfants dans la maison. Oui, la vie continue, a remarqué philosophiquement Colette. Au fait, j'ai déjà invité 15 personnes à ton exposition. Tout notre club de lecture vient. Et je leur ai dit que tu n'es pas seulement une photographe talentueuse, mais aussi une femme très courageuse qui n'a pas eu peur de commencer une nouvelle vie à un âge où la plupart des gens ne font que se plaindre de leur santé. J'ai ri. Colette, tu exagères. Je fais juste ce que j'aime. C'est exactement ça, le courage, ma chère, a répondu sérieusement mon ami. Tout le monde n'ose pas suivre ses désirs, surtout si cela signifie surmonter la résistance de ses proches. Ces paroles m'ont fait réfléchir. Étais-je vraiment courageuse de vendre ma maison et de commencer une nouvelle vie? Ou étais-je simplement fatiguée de vivre selon les règles des autres? En tout cas, je ne regrettais pas ma décision. Chaque matin, je me réveillais avec le sentiment que la journée apporterait quelque chose d'intéressant, de nouveau et d'inconnu. N'est-ce pas là le sens de la vie, quel que soit l'âge? Le jour du vernissage de l'exposition était clair et frais. Je me suis réveillée tôt, me suis maquillée légèrement, j'ai enfilé une nouvelle robe vert d'eau que j'avais achetée spécialement pour l'occasion, et je suis partie pour la bibliothèque 2 heures avant le début officiel pour m'assurer que tout était prêt. À ma surprise, Gabrielle était déjà là, dirigeant une équipe du service de traiteur qui installait des tables, des verres et des amuse-gueules. « Maman !» s'exclama-t-elle en me voyant. « Tu es magnifique. C'est une nouvelle robe ?» « Oui, je l'ai achetée la semaine dernière, » dis-je en tournant sur moi-même pour montrer ma tenue. « N'est-elle pas un peu trop jeune pour moi ?»« Pas du tout, »
répondit-elle sincèrement. Elle va parfaitement avec tes yeux. Au fait, j'ai ajouté quelques-uns de mes collègues de la compagnie d'assurance à la liste des invités. J'espère que ça ne te dérange pas. Bien sûr que non, souris-je. Plus il y a de gens qui voient mon travail, mieux c'est. À 17 heures, lorsque le vernissage devait commencer, tout était prêt. Des photographies dans d'élégants cadres ornaient les murs de la petite salle d'exposition. Des tables avec des collations et des boissons se trouvaient au centre, et un livre d'or était posé à l'entrée. Héloïse Morin, mon professeur, avait préparé un court discours d'introduction, et la bibliothécaire avait placé une affiche dans le hall avec mon nom et le titre de l'exposition, Le monde à travers mon objectif. Les premiers à arriver furent Colette et ses amis du club de lecture, suivis de Quentin et d'autres étudiants en photographie, puis des collègues de Gabi et des visiteurs de la bibliothèque au hasard qui étaient intéressés par ce qui se passait. À 17h30, la salle était pleine de gens qui regardaient les photos, discutaient des techniques de photographie et appréciaient les collations et le vin. J'étais debout près d'un des murs, entouré d'un petit groupe d'invités parlant de la façon dont la photo du lac d'automne dans le brouillard avait été prise, quand j'ai remarqué Alexandre, l'ex-mari de Gabi et le père de mes petits-enfants, entrer dans la pièce. C'était une surprise. Je ne l'avais pas vu depuis plusieurs années, depuis leur divorce. Il avait un peu vieilli, des cheveux gris apparaissant, mais il était toujours un homme séduisant. À côté de lui se trouvaient Simon et Chloé, montrant fièrement à leur père l'exposition qu'ils avaient aidé à organiser. M'excusant auprès de mes compagnons, je m'approchai d'eux. « Alexandre, quelle surprise !» Je souris en lui tendant la main. « Hélène, tu es magnifique !» Il me serra fermement la main. Les enfants étaient si excités par ton exposition que je devais absolument venir. Et je dois dire que ton travail est impressionnant. Merci, dis-je, me sentant rougir à son compliment. C'est juste un passe-temps, mais ça me procure de la joie. Parfois, ce sont des passe-temps comme ça qui rendent nos vies complètes, remarqua-t-il philosophiquement. Au fait, j'ai entendu dire que tu avais vendu ta maison et commencé une nouvelle vie. Gabriel me l'a dit. C'est une décision audacieuse. Pas tant audacieuse que nécessaire, répondis-je, pensant que Gabriel avait probablement commencé à interpréter les événements de ces jours-là différemment. Parfois, il faut changer quelque chose pour avancer. Je suis tout à fait d'accord, hocha la tête Alexandre. Après notre divorce, j'ai aussi décidé de changer de vie. J'ai déménagé dans une autre ville, j'ai changé de travail et j'ai commencé à passer plus de temps avec mes enfants. Et tu sais, c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Nous avons discuté, nous remémorant le passé et discutant du présent. Il m'a dit qu'il avait récemment été promu dans sa nouvelle entreprise, qu'il avait acheté une maison en banlieue et qu'il prévoyait d'y passer les week-ends avec ses enfants. J'ai remarqué à quel point la relation entre lui et Gabi avait changé. Ils ne se regardaient plus avec une animosité mal dissimulée comme avant, mais communiquaient calmement, discutant des questions relatives aux enfants. La soirée passa vite. Héloïse fit un discours chaleureux sur mon talent et les progrès que j'avais faits en si peu de temps. Quentin leva un toast à la nouvelle étoile de la photographie de Beauchamp. Colette applaudit bruyamment et exigea que tout le monde signe le livre d'or. Gabi s'assura que les verres des invités étaient toujours pleins et qu'il y avait assez de collations. Mais le moment le plus touchant arriva lorsque Simon s'avança soudain au centre de la pièce et demanda l'attention de tous. « J'aimerais dire quelques mots sur ma grand-mère », commença-t-il, rougissant légèrement mais parlant d'une voix claire et assurée. Beaucoup d'entre vous la connaissent comme Hélène Lambert, l'auteur de ces photographies. Mais pour moi, elle a toujours été juste mamie qui faisait les meilleures tartes aux pommes du monde et me laissait veiller tard en regardant la télé quand je dormais chez elle. Un rire bon enfant parcourut la pièce. Mais ces derniers mois, j'ai vu quelque chose de plus en elle, continua mon petit-fils. J'ai vu une personne qui n'a pas peur du changement, qui poursuit ses rêves malgré toutes les difficultés, et cela m'inspire. Grâce à ma grand-mère, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose de nouveau. Jamais trop tard pour suivre sa passion. Alors, je propose un toast à Hélène Lambert, photographe, grand-mère et la femme la plus extraordinaire que je connaisse. Tout le monde leva son verre, et je sentis une boule dans ma gorge et des larmes monter à mes yeux. Simon, mon petit-fils calme et réservé, venait de prononcer le discours le plus touchant que j'ai jamais entendu. Gabi s'approcha et me serra fort dans ses bras. « Il a raison, maman. Tu es extraordinaire. Et je ne l'ai pas réalisé pendant si longtemps. » À ce moment-là, j'ai réalisé que toutes les épreuves que nous avions traversées, mon déménagement, les problèmes financiers de Gabi,
nos conversations difficiles et nos réconciliations, faisaient toute partie du long voyage que nous devions entreprendre pour nous voir et nous apprécier vraiment. Après la partie officielle, Gabriel, Alexandre, les enfants et moi avons décidé de dîner dans un petit restaurant près de la bibliothèque. Assise à table, entourée de ma famille, je ne pouvais m'empêcher de penser à quel point tout avait changé en quelques mois. Nous étions devenus plus proches, plus sincères et plus ouverts les uns avec les autres. Chacun d'eux nous avait trouvé sa place dans cette nouvelle configuration de relation. Gabrielle ne me voyait plus seulement comme une mère qui devait toujours être là pour aider. Maintenant, elle me voyait comme une personne indépendante avec ses propres intérêts et désirs. Moi, à mon tour, j'ai appris à fixer des limites sans sacrifier ma proximité avec ma fille et mes petits-enfants. « Maman », a dit Gabrielle alors que nous nous disions au revoir à la sortie du restaurant. « Je voulais te dire, je suis contente que tu aies vendu la maison. Pas parce que tu m'as aidé financièrement, bien que je t'en sois infiniment reconnaissante. C'est parce que cela nous a tous aidés à changer pour le mieux. Si tout était resté pareil, nous aurions continué à vivre dans nos propres petits mondes, sans nous comprendre. Je suis contente aussi, ai-je répondu sincèrement. Parfois, il faut une grosse secousse pour voir ce qui a toujours été juste devant soi. Nous nous sommes étreintes et j'ai senti que le mur d'incompréhension qui existait entre nous avait disparu. Nous étions enfin juste une mère et une fille, s'aimant pour ce que nous sommes, sans condition ni attente. Dans le taxi qui me ramenait à la maison, j'ai pensé à ce que Colette avait dit il y a quelques mois. La maison, ce sont les murs, ma chère. La vie, c'est ce qui se passe ici. Elle s'était tapotée la tempe. Et ici. Elle avait posé sa main sur son cœur. Comme elle avait raison. Ma vraie maison n'était plus entre les murs du vieil immeuble de l'allée des Alouettes, mais dans mes relations avec mes proches, dans mes nouveaux amis, dans les passe-temps qui m'apportaient de la joie, dans les petites victoires et découvertes de chaque jour. Je suis entrée dans mon appartement, j'ai allumé la lumière et je me suis approchée de la fenêtre. Le parc en contrebas était enveloppé d'obscurité. Seuls les lampadaires projetaient une douce lueur sur les sentiers et les bancs. Demain serait un nouveau jour, avec de nouvelles opportunités et expériences, et j'étais prête à l'accueillir à cœur ouvert, comme je le ferais chaque jour de ma nouvelle vie.